Bienvenue donc pour cette table ronde sur l'évolution des business models de l'accompagnement. Je suis donc Delphine Vigneault, responsable de la mission création reprise à la CCI Hérault. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir les intervenants qui sont à mes côtés. On commence par Bruno Humbert, qui est donc le président et cofondateur de La Ruche. La Ruche, le réseau des entrepreneurs de l'entrepreneuriat social, en fait, si on peut faire un petit peu court. Après, vous aurez bien sûr l'occasion d'y revenir. Amandine Moss, qui est donc doctorante au sein du LABEX Entreprendre à l'Université de Montpellier, et qui est en cours de réalisation et de finalisation de sa thèse sur l'évolution des business models de l'accompagnement, donc en plein dans le cœur de notre débat d'aujourd'hui. Et ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Durand, qui est donc le responsable du Pass Liberté CMA Rhône, donc basé à Lyon, et qui donc va nous expliquer un petit peu le principe de ce nouveau modèle économique pour les chambres des métiers que représente le système de l'abonnement, sans en dévoiler plus pour l'instant. Et pour finir, donc, Alain Meillard. Alain Meillard qui est professeur, enseignant-chercheur à l'IAE Université de Bordeaux. Voilà, et maître de conférence. Mais déjà l'objectif est là. Voilà. On y est presque. Donc, qui travaille au sein d'un laboratoire de recherche qui travaille justement sur les différents business models des organisations. Donc voilà nos 4 intervenants qui vont interagir sur la thématique de notre table ronde. Donc on l'a déjà évoqué ce matin, aujourd'hui les structures d'accompagnement sont confrontées à de multiples freins, dans le sens où on assiste à une raréfaction des fonds publics, donc ça c'est surtout valable pour les structures d'accompagnement classiques et institutionnelles, qui, avec les différentes réglementations évolutives imposées par la loi NOTRe et la loi Pacte, font qu'au jour d'aujourd'hui, elles doivent se transformer et réinventer leur modèle économique. La mutation profonde de l'écosystème est due aussi à une concurrence exacerbée, dans ce sens ça va mieux, au niveau des différentes structures d'accompagnement, puisque au-delà des acteurs classiques, on a vu déjà depuis 3-4 ans de nombreux acteurs tels que les incubateurs, les accélérateurs, la multiplication des espaces de coworking qui proposent aussi de l'accompagnement, et puis également l'ensemble des partenaires bancaires qui créent aussi leur village BayCA, par exemple pour le Crédit Agricole. Mais également ici à Montpellier, on a la Banque Populaire avec Sud Innovation dédiée aux startups. On a aussi des consultants indépendants qui sont vraiment actifs dans le paysage de la création d'entreprises notamment. Donc tout ça fait qu'on est confronté à une multiplicité d'acteurs et qu'il est compliqué pour les structures historiques de trouver leur place, ou même pour les structures existantes, de trouver un modèle économique qui soit pérenne et qui soit satisfaisant. Donc on va commencer par l'intervention d'Amandine, qui va peut-être reposer justement le cadre déjà législatif, peut-être des évolutions réglementaires, et puis ensuite les réflexions que tes travaux de thèse ont pu amener. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir déjà d'être parmi vous pour cette nouvelle édition du Procréa. C'est la 13e fois que j'y interviens, donc je reviens avec plaisir. Donc pour reposer le cadre qu'a déjà un peu évoqué Delphine. Donc effectivement, dans l'environnement des structures d'accompagnement, il y a plusieurs évolutions, mutations, que, à mon avis, vous connaissez très bien, qui sont intervenues depuis la dernière décennie. Je vais peut-être déjà commencer à parler des entrepreneurs, parce qu'on a une évolution déjà au niveau des acteurs, des personnes à qui vous adressez, une variété de profils que vous rencontrez dans votre quotidien,
dont les besoins ont évolué. Donc déjà pour en citer quelques-uns, les entrepreneurs sociaux qui sont tellement accompagnés par la ruche, mais si je vous parle de mainpreneurs, vous m'entendez bien? J'ai l'impression que... Ah, excusez-moi. Est-ce que comme ça va? D'accord. Excusez-moi. Donc, déjà, au niveau de ces profils que vous rencontrez, il y en a une grande variété. Il y en a certains qui émergent comme les handipreneurs, les mainpreneurs, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs académiques et plein d'autres qu'on évoque pas mal, nous, dans la littérature académique. Et donc, eux ont de nouveaux besoins, mais pas tant en termes de contenu, c'est plutôt en termes de forme d'accompagnement. Notamment un besoin d'aller plus vite, d'avoir des accompagnements plus courts, un besoin aussi d'être plus entouré de leurs pairs, de pouvoir échanger sur leurs pratiques, échanger sur leur quotidien. Pareil, toujours dans cette dynamique aussi d'aller plus vite, d'avoir les conseils, les bons plans. Il y a aussi une autre dimension qui les intéresse beaucoup, c'est d'utiliser les technologies de l'information et de la communication, pour être en lien forcément avec leur père, mais aussi échanger avec leur chargé d'affaires. Et il y a une dimension aussi ludique qui apparaît pas mal, participer à des after-work, faire du team building aussi au sein de l'incubateur. Forcément, leur envie d'entreprendre, elle vient également avec la culture entrepreneuriale qui nous vient des États-Unis. Ils ont pu voir sur Internet forcément tous ces beaux portraits d'entrepreneurs issus de la Silicon Valley qui les influencent énormément. Donc une autre évolution nous vient de ces nouvelles technologies aussi, avec tous ces sites qui se sont développés, sites Internet, forcément je cite la PCE, qui ont joué un grand rôle au niveau de la diffusion d'informations, de connaissances auprès des entrepreneurs. Il y a énormément aussi de vidéos qui sont sorties, que ce soit des vidéos d'entrepreneurs à succès ou des vidéos qui proviennent d'accélérateurs, même d'incubateurs des États-Unis, le Y Combinator qui a pas mal influencé aussi les entrepreneurs. C'est d'ailleurs des propos qui sont repris par des structures d'accompagnement françaises. Il y a tout ce qui est MOOC et SPOC, je pense que ça vous parle, qui tourne pas mal sur la toile, qui sont là aussi pour diffuser de l'information et il y a pas mal d'entrepreneurs consultent. Autre évolution, donc Delphine l'a dit, c'est l'évolution législative. Je pense que là, à mon avis, vous êtes plus expert que moi à ce niveau-là. Mais on a d'une part toutes les politiques, les lois qui favorisent la création d'entreprises. D'ailleurs, en 2018, pour citer un chiffre, on est à 691 000 créations d'entreprises, ça fait 17% de plus qu'en 2017. On a atteint un sommet important à ce niveau-là. Donc c'est notamment forcément avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, la micro-entreprise, la French Tech, la loi qui vient de sortir, la loi Pacte, qui va encore favoriser la création d'entreprises avec une baisse des coûts déjà qui est proposée pour certains, pour les entreprises. Et aussi une facilitation pour ouvrir les entreprises. Et dernière évolution, donc Delphine l'a dit, c'est au niveau des mutations de l'écosystème entrepreneurial en lui-même, avec toutes ces structures d'accompagnement qui sont développées. D'après les derniers décomptes, on est à 7000 structures d'accompagnement dans le monde. Et ce qui fait une belle croissance. Au début des années 2000, on était à 2000 structures d'accompagnement dans le monde. Et l'ABEX Entreprendre en 2014 a décompté 1458 structures d'accompagnement en France. Et au-delà de ça, du coup, c'est tous les nouveaux acteurs qui se sont développés, donc les banques, les universités qui sont pas mal aussi avec leurs incubateurs, leurs pré-accélérateurs, notamment avec le dispositif Pépite. Voilà pour un résumé un peu des mutations qu'on constate aujourd'hui et qui ont pas mal remis du coup en question nombre de structures d'accompagnement, notamment au niveau de leur business model. Et donc pour vous parler un peu du coup de mes travaux de thèse, donc ce que j'ai pu constater au sein des structures que j'ai eu l'occasion de côtoyer durant mes travaux, c'est deux quêtes, je dirais, deux grands questionnements. Un premier qui porte sur un questionnement plus identitaire et un deuxième plus sur une quête partenariale. Donc au niveau de la question identitaire, on a
une remise en question, notamment pour être identifié dans un écosystème qui est de plus en plus foisonnant. On va avoir un gros questionnement qu'on pourrait dire marketing, où certaines structures vont se reposer la question de à quel client on a envie de parler, quel est le profil d'entrepreneur avec qui on a envie de travailler, à qui on va apporter notre accompagnement, quel est l'accompagnement qu'on a envie de lui fournir. Et généralement non, pardon. Sur certaines structures d'accompagnement, ce que j'ai pu constater, c'est que sur cet entrepreneur-là, on va se concentrer, on va l'accompagner le plus longtemps possible, en multipliant les dispositifs d'accompagnement. Et ça, généralement, ça va avec une quête partenariale, étant donné qu'on est dans un contexte de raréfaction des ressources financières, clairement, mais aussi de ressources humaines notamment. Au niveau du métier de chargé d'affaires, on est sur des métiers qui sont de plus en plus, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu au travers de mes travaux, on est sur des métiers qui sont de plus en plus en tension. On va demander aux accompagnants d'être forcément un expert de la création et du développement d'entreprise, mais aussi un communicant, un animateur de réseau, donc des nouveaux métiers qu'il va falloir développer, des compétences qu'il va falloir acquérir, et dans un temps finalement qui est incompressible, qui est toujours le même. Et du coup, d'où la deuxième quête que j'ai pu constater, qui est une quête partenariale, où forcément on n'a plus assez en interne pour bien se développer, pour se différencier, pour être identifié dans l'écosystème. Du coup, on va aller chercher d'autres acteurs avec qui on a l'habitude de travailler, ou pas forcément, mais en tout cas des acteurs qui partagent nos valeurs. Et du coup, les structures d'accompagnement, qu'elles soient publiques ou privées, en tout cas celles avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, pour la plupart, vont aller se tourner tant vers des acteurs publics que vers des acteurs privés qui partagent leurs valeurs et avec qui ils vont proposer de développer des projets. Généralement, c'est des projets de format d'accompagnement, toujours dans cette dynamique d'accompagner le plus longtemps possible un entrepreneur sur son parcours, d'essayer d'identifier quel est son besoin en instant T, et on va aller co-construire avec cet acteur un programme en adéquation avec l'attente de l'entrepreneur, mais aussi en adéquation avec l'attente de ce partenaire, public ou privé du coup. Et dans cette dynamique-là, on est beaucoup dans une dynamique de relation tutu personae. En fait, dans ces structures d'accompagnement, il y a un acteur clé qui est le directeur de la structure, que j'ai pu constater se comporter comme un entrepreneur et aller chercher du coup dans son environnement en adéquation du coup avec les besoins de l'entrepreneur, quelles seraient les formes d'accompagnement qui pourraient être intéressantes à développer, et les co-construire, les proposer comme un projet et le développer avec le partenaire, une grande entreprise, une collectivité locale, un acteur public ou parapublic, pour développer du coup l'offre de la structure d'accompagnement, être identifié sur le territoire comme un acteur dynamique et aussi gagner en légitimité. Donc c'est comme ça que du coup que les business models, les structures d'accompagnement se complexifient, quelque part se solidifient aussi. Dans mon exemple, je vous parle vraiment de cas que j'ai pu observer en France. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup Amandine. Merci donc pour cet éclairage donc, et tes réflexions et surtout sur les évolutions à venir des business models des structures d'accompagnement. Donc on voit bien combien est prégnante au sein des structures la quête identitaire et la quête partenariale. C'est vrai que ça fait partie après l'effet chamboule-tout qu'ont eu les différentes évolutions réglementaires, et on a tous nécessité de quelque part bien afficher une identité propre de notre offre et aussi de faire interagir toutes les parties prenantes de notre écosystème. Donc je pense que c'est vers là qu'il faut à présent se concentrer pour essayer de trouver une place pour tous. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau des évolutions réglementaires, il y a eu aussi un mode de ressources de financement dans le cadre de l'accompagnement à la création qui est sorti là, de manière aussi assez prégnante de ces dernières années. C'est la possibilité de mobiliser en fait le congé professionnel de formation pour financer en fait son accompagnement à la formation. Alors il est vrai que au sein des CCI, on est en cours de structuration d'une offre 100% CP faisable, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est pas, mais c'est de cet ordre-là. En tout cas, vous, Bruno Humbert, au sein de la ruche, est-ce que c'est une modalité de ressources que vous avez déjà peut-être sollicitée? Est-ce que vous l'avez donc déjà déployée au sein de vos incubateurs?
Alors, on est en train de le faire, puisqu'on est en train de reprendre un agrément, il faut un agrément de formation, on est en train de le faire, mais de toute façon, ça ne peut être qu'un complément par rapport à un parcours d'incubation qui est très très largement supérieur en prix à ce que quelqu'un qui a un compte de formation va pouvoir financer. Donc oui, c'est un des outils qui finance un dispositif d'accompagnement. Ça a été dit, nous, ils sont souvent, parfois financés par une seule entreprise, en fonction des sujets, mais parfois et très fréquemment financés par plusieurs acteurs, des écoles, les pouvoirs publics, des grandes entreprises, et parfois on va essayer de faire en sorte que les personnes puissent aussi payer, parce que une des caractéristiques de nos dispositifs, c'est que le bénéficiaire, lui, c'est gratuit l'accompagnement, et tout est financé par des externes, et ça c'est quelque chose qui me pose un problème depuis pas mal d'années, parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. On voit que les porteurs de projets parfois n'ont pas conscience de l'argent qui est dépensé pour les accompagner, donc on va les faire, on va leur demander de mettre la main à la poche. Merci. C'est vrai qu'on est tous confrontés à cette réalité de nos porteurs de projets qui, devant la multiplicité des structures, se disent finalement, si c'est gratuit là, je vais essayer d'aller là, et puis on va voir ailleurs si ça devient payant ou pas. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très pragmatiques et très opportunistes. Donc, Alors nous, on a développé des méthodes pour les exclure, cela. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on puisse en parler, et notamment par rapport à ça, donc Frédéric Durand, vous avez trouvé une alternative à ce... Voilà, en tout cas un démarrage d'expérimentation depuis 1 an ou 2 ans, donc le pass CMA Liberté, donc je vous laisse le présenter et nous en parler. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc simplement l'objectif étant de reparler du business model, je voulais simplement faire un petit rappel, comme ça a été fait ce matin aussi. On est les chambres de métiers, chambres de commerce, on est des établissements publics qui sont financés une partie par l'État. Donc notre business model avait été construit autour des missions qui nous avaient été déléguées par l'État. Donc on avait construit les prestations puisqu'on avait des missions à assurer. Ces missions étaient en lien avec ce qui nous avait été confié. Donc on avait des missions régaliennes et autour de ça, des prestations définies et ou pas, des tarifications par rapport à certaines prestations d'accompagnement. Donc là, l'évolution législative de ces dernières années, on a parlé précédemment, je ne vais pas y revenir, mais la dernière en date, la loi Pacte, en tout cas pour les chambres de métiers, change beaucoup de choses puisque certaines prestations qui permettaient de générer un flux d'entrée au sein de la chambre de métiers vont, je dirais, disparaître dans les semaines à venir. Donc il fallait, je dirais, et il va falloir revoir notre modèle économique, puisque ce flux naturel qui venait à nous, nous n'avions pas à le conquérir, nous n'avions pas à aller le chercher, il venait à nous, pareil pour peut-être d'autres. Donc là, il faut vraiment revoir tout ce modèle-là, qui n'est plus tenable à l'heure actuelle dans le fonctionnement classique. Donc l'évolution qu'il va falloir prévoir pour nous, c'est que maintenant, et ça a été dit ce matin, c'est vraiment de se dire qu'il va falloir annoncer ce qu'on fait, la plus-value qu'on apporte, comment on se positionne pour que le porteur de projet nous identifie comme vraiment une structure d'accompagnement et pas une administration, ce qui nous est souvent reproché comme image que l'on a. Donc c'est vrai qu'on l'avait, cette image d'administration, puisque ce sont des missions obligatoires qui nous étaient confiées. Mais maintenant, ces missions disparaissent, rentrent dans le champ de la concurrence, puisqu'elles disparaissent, elles deviennent concurrentielles aussi. Donc on va être en concurrence avec d'autres structures qui jusqu'à présent étaient soit des partenaires, soit d'autres structures. Donc on va rentrer, toujours en étant un établissement public, dans un champ concurrentiel. Et il faut se réinventer. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc c'est clair qu'il va falloir conquérir ce client, lui donner envie de venir chez nous. Parce qu'il aura le choix. Il aura un choix d'aller dans une structure ou dans une autre, celle qui lui semblera la mieux pour lui, pour pouvoir l'accompagner. Donc, ce qu'il va falloir pouvoir lui annoncer, c'est cette fidélité, lui permettre de lui assurer un service de qualité et lui annoncer une promesse client qu'on va pouvoir tenir. Donc nous, en 2016, on a initié une réflexion et on a lancé un test à partir de 2017. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut justement commencer à réfléchir à ce changement de modèle. Les lois étaient en cours, on savait déjà, on avait quand même tous une vision, je dirais, de ce qui allait s'annoncer. Donc on avait commencé à réfléchir à un nouveau dispositif
et un nouveau mode de commercialisation de nos prestations. À un moment, pour pouvoir continuer à exister et à se différencier, il fallait pouvoir fonctionner différemment. Donc on s'est positionné en se disant, l'artisan client de la chambre de métier, qu'est-ce qu'il attend? Comment il se comporte, je dirais, dans son quotidien? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et comment il réagit par rapport à ses choix? Comment il va les faire? Puis on a également regardé comment les structures commerciales, puisqu'en fait, elles ont l'habitude de fonctionner, comment elles se positionnaient, elles, pour vendre une prestation, pour fidéliser leurs clients, pour que leurs clients soient contents et reviennent régulièrement. Une chose toute bête, une carte de fidélité, c'est quand même une sorte, je dirais, de fidélisation, d'abonnement. Le client revient parce qu'il est satisfait, parce qu'il a plaisir à venir dans la structure. Et puis, en étudiant tout ça et en mettant en adéquation les deux, on s'est aperçu que l'environnement qui était le plus favorable pour continuer, c'était le principe de l'abonnement. Vous avez à ce jour des abonnements pour tout. L'abonnement, c'est le moyen pour le client de se libérer de toute contrainte, d'être libre dans son fonctionnement quotidien, de pouvoir consommer quand il en a besoin, d'avoir cette sécurité dont on parlait ce matin, cette verticalité, d'avoir cette sécurité de quelqu'un qui pourra le renseigner à n'importe quel moment, et donc d'être encadré et surtout d'avoir, je dirais, dès le départ, toutes les conditions de combien ça va me coûter, qu'est-ce que j'ai droit, et ça comprend jusqu'à quel niveau d'information. Donc tout est prévu d'entrée, et donc c'est clair. Donc là, cette liberté, vous l'avez dans tout type d'abonnement. Vous voyez maintenant, pour ne pas faire de la pub, mais sur les véhicules, tout est inclus, il n'y a pas d'engagement, vous prenez un véhicule, vous ne le voulez pas, vous changez, l'entretien est intégré, l'assurance, la liberté véritablement de consommer et de pouvoir être suivi. Donc, on a testé un principe d'abonnement. Principe d'abonnement avec une tarification qui comprenait un certain nombre de prestations. Nous, c'est à 19 € par mois. Qui dit abonnement, dit prélèvement mensuel. Donc là, aucun souci, c'est tout le même fonctionnement. Quand je vous dis abonnement, c'est vraiment ce fonctionnement-là qui est mis en place. Et on a eu la surprise de se dire que ça a très très bien fonctionné. Dès le départ, on est à une moyenne de 100 abonnements contractualisés par mois, sans avoir forcément une politique commerciale attachée. Juste sur l'explication et la proposition et l'intérêt qu'il y a. Donc, quand on a construit l'abonnement, on s'est posé un certain nombre de questions. Là, je vous fais la fin, mais je reviens sur la partie centrale de construction. C'est qu'à un moment, il a fallu rationaliser notre offre. En chambre consulaire, on a une offre très très large, très variée, qui n'est pas forcément très lisible. Donc, il a fallu la rationaliser. Il a fallu la tarifer. Puisqu'à un moment ou un autre, qui dit abonnement, dit possibilité, surtout, en tout cas, on n'est pas une structure privée, on est encore une structure publique, c'est-à-dire qu'il faut donner le choix au client. C'est-à-dire que s'il ne veut pas l'abonnement, il faut qu'il puisse trouver la même prestation en dehors, à une tarification définie. Donc chaque prestation doit avoir une tarification. On a banni dans notre discours le mot gratuit. C'est soit inclus, soit il y a un tarif. C'est inclus dans l'abonnement ou c'est payant. Mais il n'y a plus de notion de gratuit. Ce qu'on avait, en tout cas dans les chambres de métier, plutôt l'habitude d'avoir un certain nombre de prestations gratuites. Derrière, ce changement de vocabulaire a demandé un changement de posture, bien évidemment. Donc ça, il a fallu accompagner les équipes pour changer la posture. Et puis, dans la construction du pack, il faut que les prestations que vous proposez intéressent la cible que vous avez identifiée. Et toujours avec un avantage commercial par rapport à la prestation simple, uniquement s'il la prenait one shot. Donc toute cette construction-là, eh bien, elle se fait pas forcément dans la douleur. Il y a forcément quelques petites difficultés, je dirais, dans les équipes pour un certain nombre de publics. Mais vous avez à la fin un produit que l'ensemble des collaborateurs de nos structures sont prêts à commercialiser. À n'importe quel moment, dès qu'ils voient quelqu'un, ils peuvent la commercialiser. Donc on est déjà dans cette démarche de pouvoir proposer à n'importe quel moment à nos clients artisans cette offre-là. Cette offre, elle est aussi sans engagement, c'est-à-dire que c'est comme Netflix. On s'est inspiré des structures publiques, des structures privées, pardon, et on l'a adapté à nos structures publiques. À un moment, rien ne nous l'interdit. Nos statuts ne nous interdisent pas de le faire. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut être un peu, on l'a dit ce matin, innovant, mais peut-être en copiant un petit peu, mais l'innovation sur du public,
Bah oui, c'est de prévoir d'autres façons de faire. Donc là, pour tout ça, ça nous a permis également de changer notre image. On n'est plus considéré comme une administration. Pourquoi ? Parce que nous, le dernier point positif qu'on a voulu, c'est de remettre au cœur du sujet l'artisan. C'est-à-dire que le client artisan abonné a un référent au sein de la chambre de métier. Une personne qu'il connaît, une personne qui lui est nommée, avec ses numéros de téléphone, avec son contact. C'est-à-dire qu'il va contacter son, je dirais, référent. Chez nous, on l'appelle un interlocuteur unique. Appelez-le comme vous voulez, mais dans cette notion d'avoir vraiment quelqu'un qui va être la sécurité, qui va pouvoir le renseigner. Le client n'a plus à se balader de service en service. C'est le conseiller référent qui va aller lui chercher l'information, qui va amener le service à lui. Donc on a changé aussi toute notre façon de faire et notre image. Ce qui fait que ça casse aussi les relations qu'on a avec nos clients. Preuve en est, c'est ce que je disais en aparté, les abonnés que je suis en direct me demandent de les tutoyer, me demandent d'avoir de l'hyper-proximité, même dans du mail, parce qu'on change la relation. On le connaît, on fidélise notre client. Derrière, eh bien, il va consommer des prestations à l'intérieur. On va rester dans son champ de vision. Si on reste dans son champ de vision, il va continuer à venir nous voir. Et nous, c'est tout l'intérêt. Ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas une fois qu'il est passé qu'il reparte. Tout l'intérêt, c'est qu'on reste dans son champ de vision, qu'il consomme des prestations, et derrière, qu'il soit satisfait, bien évidemment. Ça, c'est inhérent à la prestation. Mais surtout, qu'il n'aille pas voir ailleurs. Par ce moyen de fidélisation, on va pouvoir conquérir des clients qui vont rester fidèles. Donc ça, c'était tout l'intérêt du pass. Et on peut se féliciter pour le moment d'avoir une première réussite, je dirais, puisqu'on a pour l'instant 2000 abonnés, je dirais. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et là, on va développer d'autres gammes de packs d'abonnements pour mettre d'autres prestations. Bon, merci beaucoup, Frédéric. Je pense que ça illustre parfaitement un petit peu notre quête, en tout cas sur les organismes consulaires que nous sommes, mais peut-être aussi d'autres structures. C'est vrai que cette modalité d'abonnement est quelque chose qu'on essaie tous plus ou moins de déployer, mais avec plus ou moins de succès, parce qu'on n'a peut-être pas, comme vous, justement suffisamment analysé à la fois les besoins et puis la concurrence aussi peut-être locale et le positionnement qui va bien sur le territoire. Donc il y a un travail de test, comme vous l'avez dit, et d'analyse qui est important avant de se lancer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est une belle opportunité et un exemple à suivre. Alain Meillard, donc ce système de l'abonnement que l'on retrouve partout au jour d'aujourd'hui sur les abonnements en téléphonie, Internet et tout autre type de services, les banques en ligne, et voilà. Voilà, ou le loisir, bien sûr, ou Netflix, enfin, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est un modèle qui est censé s'inscrire donc dans la durée, qui se déploie sur d'autres modèles d'organisation? Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez nous apporter un éclairage? Oui, alors je peux essayer du moins. Donc si la question finalement c'est est-ce que le modèle par abonnement est généralisable, c'est vrai que ce modèle-là a le vent en poupe, comme ça a été dit et redit, en contexte notamment de forte incertitude. C'est vrai que ça peut être un moyen pour sécuriser certaines sources de revenus et finalement de pouvoir essayer d'endiguer un peu la situation. Ça peut être aussi un moyen de se démarquer. Souvent, sur certains secteurs, les premières entités à opter pour ce mode, s'il n'est pas déjà adopté sur le secteur, ça peut être un moyen de sortir du lot et du coup de pouvoir avoir plus de visibilité. Là, aujourd'hui, on arrive à une période où il y a de plus en plus les succès des premiers grands modèles par abonnement, avec des offres d'accès. Par exemple, on a Netflix, Spotify, Deezer, et bien d'autres structures. On a aussi des plus petites boîtes qui se lancent aussi dessus. Par exemple, Legal Start, qui est une société qui propose, finalement, dans le secteur de la Legal Tech, et qui propose une offre d'abonnement qui permet d'accéder à un éventail de services juridiques et de ressources. Est-ce que pour autant ce modèle est généralisable? Il y a peut-être deux points auxquels on peut s'intéresser. Le premier, c'est la question de la masse critique.
pour une entreprise comme Netflix, longtemps, l'entreprise investissait, il y avait de l'argent qui était rajouté, mais la structure n'était pas encore capable d'être rentable. Ici, ça va dépendre finalement, enfin, la question à se poser, c'est à partir de combien d'abonnés est-ce que ça peut fonctionner. Là, forcément, ça va dépendre de la structure et du volume de ressources qu'il s'agit de compenser. Ici, si c'est par rapport à une baisse de rentrée, voilà, à partir de quand? Et ça, c'est une première question qui est délicate à répondre, mais qui est primordiale. Et aussi, peut-être si on s'intéresse un peu à ces structures, ces cas de succès, Netflix, Deezer, Spotify et autres, on remarque souvent une constance, c'est que on est au-delà finalement d'un accès à un catalogue de ressources. Et sur ça, le pass que vous proposez va aussi dans ce sens-là. On va vers un parcours individualisé. Sur ces structures-là, à chaque fois, c'est une ressource technologique qui va permettre finalement de créer de la valeur dessus. Quand vous avez un abonnement à Netflix, c'est pas un accès finalement à un catalogue très exhaustif de films, mais c'est vous accédez en quelques minutes et plus vous allez l'utiliser et plus ça va s'améliorer, mais finalement au vidéoclub idéal. Donc en gros vous arrivez et c'est l'étagère idéale avec que des films qui devraient vous plaire, et ça en amont ça suppose des ressources technologiques conséquentes, avec notamment un algorithme qui va pouvoir finalement tout centraliser l'information, exploiter cette data et faire en sorte de pouvoir proposer une offre pertinente. Et ça c'est aussi un moyen pouvoir fidéliser ensuite l'utilisateur, et avec cette logique de le rendre addict. Il y a vraiment sur des structures comme Netflix ou autre, cette volonté de créer une addiction. Et donc ça, est-ce que c'est des codes à récupérer dans d'autres secteurs et ici dans d'autres contextes? Et comment travailler ça? Ça, c'est la question. Et comment aussi financer ces ressources technologiques à pouvoir mobiliser pour pouvoir sécuriser ça? Okay, merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, c'est vrai que rendre addict nos entrepreneurs, nos créateurs, c'est ce dont on rêve tous au sein de nos structures. C'est qu'ils soient tous vraiment captés et fidélisés. Voilà, mais bon, il y a donc cette solution-là qui peut en être une. Mais au-delà donc de cette proposition de modèle économique basé sur l'abonnement, il y a aussi des fois des possibilités de mixage et d'hybridation en fait, du modèle économique. Et je crois que là-dessus, Monsieur Humbert, vous pouvez nous apporter votre avis, puisque au sein de la ruche, vous êtes vraiment sur la multiplicité, on va dire, des modèles. Alors en fait, je vais repartir de ce que disait tout à l'heure Amandine sur le fait qu'à un moment donné, on démarre petit, on démarre sur un programme avec un client, et au fur et à mesure, avec le temps, on complexifie et on étoffe et on rend un service qui est de plus en plus vaste. Et une fois que la mécanique est enclenchée, les opportunités se présentent de plus en plus, et après le choix, les décisions qu'on a à prendre, c'est on y va ou on n'y va pas. Pour éclairer mon propos, nous on a commencé la partie incubation il y a maintenant 10 ans, avec un premier client qui était SFR et qui nous a demandé d'une opération, c'était une opération de communication. Ils voulaient communiquer auprès de leurs clients entreprises, montrer qu'ils s'intéressaient aux entreprises. Et donc on leur a vendu l'idée de faire un parcours d'incubation à un endroit où il y avait extrêmement peu de monde, c'est au stade de l'idée. On sait très bien dans l'accompagnement que tout le monde vole, entre guillemets, au secours de la victoire. Les entreprises qui marchent bien, tout le monde veut les accompagner, tout le monde leur dit qu'ils vont pouvoir leur permettre de changer l'échelle, mais quand vous avez une idée qui vous gratte derrière la tête et vous dites je me lancerai bien, il y a assez peu de monde qui vous apporte un accompagnement bien costaud. Donc SFR a été notre premier client, ils ont mis quand même un peu d'argent pour qu'on puisse accompagner chaque année 10 porteurs de projets. L'aventure a commencé comme ça, il y avait un chef de projet. On a créé le parcours sur un principe qui était assez simple, c'est que moi j'ai monté pas mal d'entreprises, j'en ai fermé aucune, mais j'ai fait quand même beaucoup, on peut dire que j'ai fait toutes les erreurs, donc on a fait les parcours d'accompagnement sur toutes les erreurs que j'ai pu commettre, et notamment un principe qui est évident, mais qu'un jeune entrepreneur a du mal à entendre, c'est que souvent ils disent j'ai besoin d'argent pour me lancer, et nous on leur dit t'as pas besoin d'argent, t'as besoin de clients. Quand on va trouver des clients, on va te trouver de l'argent. Et ça, dans notre univers de l'innovation sociale, c'est quand même un discours qui est un peu en rupture par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, où ils travaillent pendant des mois ou des années sur des business plans pour se rendre compte qu'il n'y a pas un client qui est capable de leur acheter le produit qu'ils avaient imaginé pouvoir vendre.
Donc SFR a été notre premier client, ça nous a donné beaucoup de crédibilité parce qu'on a eu très très rapidement des très bons taux de transformation dans l'accompagnement. Et là on a commencé à répondre à des appels à projets, et j'en reviens à votre question. La région Île-de-France, la région Aquitaine et d'autres régions qui font des appels à projets sur des incubateurs, bien on a postulé. Alors, bon, ce sont souvent des appels d'offres qui sont un peu orientés, ils préfèrent faire travailler les locaux que des gens qui arrivent de loin, donc on a été obligé d'ouvrir des antennes à Bordeaux, à Montpellier récemment, dans d'autres villes, et on commence à répondre à des appels à projets. Ça, c'est les politiques, et notamment dans le cadre du développement économique, sont des missions qui sont attribuées à la région, et là, il y a quand même pas mal d'argent de ce côté-là. On est en train d'explorer du côté des politiques aussi, bien évidemment, les ministères qui, de temps en temps, notamment le ministère de l'Agriculture, on a répondu à un appel d'offres européen pour développer des tiers-lieux, dans lequel on va faire des incubateurs avec une grande association qui s'appelle Famille Rurale. Donc là, on ouvre 27 tiers-lieux qui auront une antenne pour détecter les porteurs de projets. Derrière ce que je viens de vous dire, il y a aussi, vous entendez, l'alliance avec d'autres partenaires qui ont des savoirs que l'on n'a pas, ou qui ont des contacts et des réseaux que l'on n'a pas, et où on apporte une pierre à leur construction. Il est à noter aussi qu'il est assez fréquent que sur des très gros appels à projets, on avance avec plusieurs incubateurs. Donc on a des gens qui sont potentiellement sur certains dossiers des concurrents, on va se retrouver concurrents, et sur d'autres dossiers on s'appelle en disant est-ce qu'on répond tous ensemble à 3, 4, 5, et on gagne des appels à projets. Donc tout ça en 10 ans a fait qu'on est passé d'un client entreprise qui est quand même notre ADN, c'est-à-dire que dès le départ, la ruche, on a vraiment pensé que le monde de l'entreprise était l'endroit où il y avait de l'argent, et on a beaucoup développé nos relations avec eux, d'abord pour faire percoler nos idées, qui étaient de remettre du sens, de l'humanisme dans le commerce. Donc ça, c'était quand même notre mission au départ, et l'accompagnement de ces entrepreneurs qui veulent remettre du sens dans leur boulot était assez naturel dans la suite des événements. Et avec les entreprises, on a développé après d'autres types de demandes, puisque là, pour le coup, c'est elles qui nous l'ont demandé, à la fois d'un côté de faire changer la posture de certains salariés pour les rendre plus prêts à prendre leur destin en main, ou à reprendre un peu de l'empowerment, comme on dit en béarnais. On les accompagne des très grandes entreprises sur des projets comme ça où on redonne à des salariés l'envie de reprendre, de prendre des décisions. Suivant un principe, là aussi, qu'il faut démystifier et sur lequel on insiste beaucoup. En fait, être entrepreneur, c'est pas un statut, c'est pas un métier, c'est juste un état d'esprit. Être entrepreneur, c'est essayer de trouver des solutions en permanence à des problèmes où vous n'allez pas pouvoir les faire remonter au hiérarchique. Donc si vous ne les trouvez pas d'une manière ou d'une autre, ou que vous ne trouvez pas quelqu'un qui est capable de vous régler votre problème, votre entreprise, elle s'arrête. Donc cet état d'esprit-là, avec beaucoup de bienveillance aussi, les entreprises qui nous proposent d'accompagner leurs clients, leurs salariés, on le fait. Et toujours par rapport aux salariés, on a aussi développé pas mal de ce que l'on appelle l'intra-entrepreneuriat. Alors là, pour le coup, qui est un vrai modèle économique, là c'est assez simple. C'est des entreprises qui voient un intérêt à ce que certains salariés puissent développer des projets pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils veulent qu'ils partent, soit parce que, et là on regarde quand même si le projet est fiable, parce qu'on a une vraie responsabilité sur l'engagement que l'on prend, que l'entreprise sera pérenne, mais aussi parfois sur des entreprises qui ne pourront pas être développées en interne pour X raisons. Je pense à des très grandes entreprises publiques où ils veulent pas, ils préfèrent sortir les salariés et les mettre dans des endroits comme les nôtres où ils vont se retrouver entre entrepreneurs, et où on les accompagne dans la création de leur idée, et où aussi on mobilise beaucoup les collaborateurs en mécénat d'expérience. Je terminerai toujours sur ce que disait Amandine, sur ça a commencé tout petit et c'était une personne. Aujourd'hui, on a 17 personnes qui suivent, qui sont des chefs de projet uniquement à Paris, qui accompagnent à peu près 200 entrepreneurs chaque année dans la création de leur entreprise. On a une communauté, j'ai oublié de le dire, mais être entrepreneur, c'est aussi, c'est beaucoup plus facile quand on a accès à un réseau d'entraide. Et nous, la ruche a été basée sur cette idée de réseau d'entraide. Donc on a une communauté de 800 entrepreneurs qui sont sur une plateforme et qui peuvent aider ponctuellement des porteurs de projets sur un conseil RH, sur des contrats, sur de la fiscalité, sur tout un tas de sujets. Donc cette communauté, c'est aujourd'hui à peu près 800 entrepreneurs.
On a 200 experts qui sont capables d'intervenir sur tout un tas de domaines. Et voilà. Donc c'est une histoire, on est loin d'être au bout de l'aventure, parce que je vous dis, à chaque fois on redécouvre des nouvelles opportunités. Aujourd'hui, c'est même, on a travaillé pour des pays, le Luxembourg, pour lequel on a accompagné un programme où il voulait faire changer un peu l'état d'esprit du secteur associatif, qui était dans un pays plutôt riche et qui donne beaucoup d'argent au secteur associatif. Il y avait une volonté de faire que ces associations trouvent des modèles économiques, et on a travaillé, et on continue à travailler d'ailleurs depuis plusieurs années sur ces sujets. Et maintenant, ce sont des pays africains, notamment le Maroc, qui nous demandent de déployer des programmes sur ces sujets. Donc voilà, les modèles économiques, des moyens, il y en a beaucoup. Je terminerai sur quelque chose à méditer, c'est que nous, on va à chaque fois sur des endroits ou sur des publics qu'on dit être abandonnés ou sous-représentés. On fait beaucoup d'entrepreneuriat féminin, et quand on arrive à thématiser des projets, on trouve beaucoup plus facilement des gens qui vont vouloir financer cette thématique. Si vous dites, moi j'ai entendu parler de l'artisanat, il y a vraiment sur l'accompagnement de l'artisanat des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour voir arriver des nouveaux artisans sur certains territoires. Donc entrepreneuriat féminin, on travaille maintenant de plus en plus sur les jeunes des quartiers, sur la ruralité, où il y a des symptômes identiques de sentiments d'abandon. On travaille, on ouvre un incubateur dédié aux réfugiés. Voilà, plus on thématise, à chaque fois on va être obligé de repenser un peu nos programmes, parce que les publics, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on leur raconte, ou qu'on s'imprègne vraiment des problématiques qu'ils vont avoir rencontrées. Mais en thématisant et en ciblant un type de public, on n'a quand même pas beaucoup plus de facilité, je veux dire, et c'est jamais simple de faire de l'accompagnement. Je voudrais faire une dernière réflexion, si j'ai le temps. C'est, Amandine disait qu'il y a 7000 structures d'accompagnement dans le monde, 1558. Tout le monde sait dans cette salle qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de l'accompagnement, et ils n'en font pas. Ils empilent des gens dans une salle. Le vendredi, ils vont faire venir un mec qui va expliquer pourquoi il a planté sa boîte en 2 heures. Et pour eux, c'est ça un accompagnement. Non, un vrai programme d'accompagnement. On parlait de... Enfin, on va pas... Non, justement, on va pas dire de nom, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de l'accompagnement, ils en font pas. Et d'un coup, ça perturbe, et qui sont très très bons dans cet accompagnement. D'un coup, pour ceux qui ont un véritable savoir et une véritable mission dans cet accompagnement, ça devient très compliqué d'expliquer pourquoi on est différent de l'autre, puisqu'à chaque fois, tout le monde le sait, quand vous dites, moi j'ai ce programme, on dit, mais qu'est-ce que vous faites de mieux que l'autre? Et quand on sait que l'autre, il fait rien, on a du mal à dire, il fait rien, parce qu'une fois sur deux, c'est son copain. Donc c'est quand même compliqué. On est dans un métier où je pense que dans les années qui viennent, il va continuer à se développer, mais il va falloir vraiment que des standards s'installent, des standards de qualité, et ça, je plaisante à moitié à chaque fois. Je dis qu'on est à peu près dans la même situation que les coiffeurs dans les années 70, c'est-à-dire que, bon, 80% de la salle n'était pas née dans les années 70, mais vous rentriez chez un coiffeur dans un quartier, vous aviez des trous partout sur la tête, puis vous rentrez sur un autre, vous faites une coupe merveilleuse, et puis il y a les mecs qui sont arrivés, et ils ont installé des standards, ça s'appelait des 200, et le client il disait je veux ça, c'était cher, mais il repartait avec ce qu'il avait. Je pense que l'accompagnement va progressivement, en fonction des stades d'évolution des entreprises, va standardiser des accompagnements pour que ça soit efficace. Merci beaucoup Bruno Humbert pour ce témoignage, cet éclairage, donc à la fois sur la spécificité de vos business models, sur cette hybridation public-privé, mais aussi sur les actions auprès des créateurs sur l'ensemble du territoire, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi important, de se dire qu'on ne concentre pas l'accompagnement uniquement dans les métropoles, mais tous les créateurs, les repreneurs ont besoin d'un accompagnement, et à n'importe quelle partie du territoire qu'il soit. Donc ça, c'est vrai qu'on doit tous être mobilisés aussi pour ça, au-delà des offres dématérialisées qu'on peut leur proposer sur nos accompagnements. Il n'y a rien qui remplace, et là je vous rejoins, le contact individuel et le vrai échange, le vrai apport entre un conseiller et son créateur ou son repreneur. Amandine, peut-être une réflexion sur la transposition possible donc, de ce modèle hybride public-privé
en termes de ressources de financement, est-ce que tu penses que c'est transposable sur les structures publiques et parapubliques qui sont souvent contraintes par justement tout ce qui est appel d'offres, marché public, donc on a ces contraintes-là. Est-ce que faire appel à du financement privé en dehors de ce cadre, est-ce que tu as des pistes ou des évocations à nous faire? Donc alors clairement durant ma recherche j'ai vu ce modèle hybride se développer chez des structures privées comme chez des structures d'accompagnement public et en fait ce que j'ai vu chez certaines structures c'est qu'il y avait clairement une réflexion juridique à conduire. C'est plus facile de mettre en place des partenariats privés dont l'objectif est de retirer des ressources financières avec certains statuts juridiques, avec certaines formes juridiques qu'avec d'autres. Donc j'ai vu des adaptations au niveau des statuts, au niveau des formes juridiques mises en place pour faciliter ça. Après, je pense que ça, pour certains acteurs, c'est compliqué, clairement. Après, au niveau de la législation en matière d'appel d'offres, on est quand même... on est dans une relation partenariale, on n'est pas dans une relation de prestataire, on n'est pas dans le choix d'un prestataire. Donc c'est pas tant cette problématique-là que comment est-ce qu'on va formaliser le partenariat avec avec l'acteur privé. C'est plus, je pense, dans les structures publiques ce problème. J'ai vu des manières détournées de faire. Par exemple, on va réfléchir à comment intégrer le partenaire privé dans la gouvernance de la structure d'accompagnement. Là, je parle plutôt de structure d'accompagnement sous format associatif, où on peut réfléchir avec l'acteur public qui a été à l'origine de la création, de faire rentrer l'acteur public pour créer un projet temporaire. Donc sinon j'ai vu des contrats aussi mis en place un peu plus formalisés, enfin un peu plus traditionnels. Disons que je pense que ce que j'en retiens vraiment de ce que j'ai vu faire au sein des structures d'accompagnement, c'est essayer de penser un projet en fonction des valeurs, en fonction de l'identité de la structure d'accompagnement. On ne peut pas appliquer tous les modèles à toutes les structures, c'est impossible. Et il y a vraiment cette notion, je l'ai dit précédemment, institut personnalisé qui est forte aussi. C'est impossible, comme on a essayé en France de développer le modèle de Silicon Valley, il y a des spécificités locales qui faisaient que en France, ce genre de modèle, c'est pas possible. Donc c'est de la même façon, c'est pas possible de mettre en place tous les business models pour chaque structure. Donc c'est à chacun d'avoir sa propre réflexion stratégique, sa propre démarche de construction de business model. Aujourd'hui, dans les exemples que j'ai vus, avec le biais qui est celui de mon échantillon de structure d'accompagnement, ce business model hybride public-privé a l'air prometteur. Peut-être que c'est que temporaire, peut-être que dans quelques années, ça sera autre chose. Mais en tout cas, c'est une piste qui me semble, en tout cas que j'ai vu mise en place et qui semblait intéressante pour les acteurs. Tant au niveau des ressources financières qui étaient collectées qu'au niveau des ressources humaines. Bruno a parlé de mécénat de compétences, c'est des ressources toujours qu'on accumule du réseau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ce partenariat-là avec des grandes entreprises, avec des entrepreneurs, ça semble quelque chose de prometteur à réfléchir en fonction des spécificités de chacun dans sa mise en œuvre en fait. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, quelque chose qui vient en complément sur hybridation public-privé, mais du coup contraintes juridiques parfois pour les structures publiques et parapubliques, et notamment pour les institutions que nous sommes au niveau des consulaires. Lorsqu'on répond à des appels à projets, on est souvent cadré par les services d'intérêt économique généraux, et du coup, on se doit de faire la gratuité à nos créateurs in fine. Alors, comment, Frédéric, on peut arriver sur un affichage, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, d'un abonnement payant, et on n'affiche que du tout payant, comment on traite ces appels à projets et ces créateurs à qui on se doit de réaliser une gratuité de nos prestations? Alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend déjà, la première chose, de la cible de l'abonnement.
est-ce qu'on a intégré le public créateur dans le cadre de l'abonnement? Parce que s'il n'est pas intégré, on n'a pas de questions à se poser par rapport à ça. S'il est intégré, il va falloir déterminer exactement les contraintes qui ont été indiquées dans l'appel à projet. Est-ce qu'il y avait une quote-part restée à la charge de la structure? Est-ce qu'il y avait une quote-part possible à demander aux bénéficiaires? Comment ça a été construit? Ensuite, ça peut être une des briques qui construit un nouveau pack. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres outils que vous ajoutez à ce dispositif-là. L'appel d'offres est une chose, la personne ne veut consommer que ça, elle l'aura gratuitement. Vous avez un pack qui est plus large et qui comprend d'autres prestations. Donc vraiment, il ne faut pas se bloquer véritablement à ce qu'on a. Nous, très clairement, pour l'instant, on est en train de réfléchir aussi à la mise en place d'un pack purement pour les créateurs. Pour le moment, il n'y en avait pas, puisque la phase anté-création était, comme vous le dites, souvent des appels d'offres qu'on avait répondu financés par la région ou, je dirais, par Pôle emploi. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ils en étaient exclus et on ne voulait pas commencer sur un public où ça pouvait être un peu plus compliqué. Donc là maintenant, loi Pacte passant, champ concurrentiel, donc d'autres dispositifs vont être à réfléchir. Et du moment où les contraintes ont bien été identifiées et qu'on respecte la législation, rien ne nous interdira de construire avec une brique pour laquelle elle est déjà utilisée par d'autres. Enfin voilà, il faut bien construire, il faut que ce qu'il va payer ait bien une vraie valeur. Il faut surtout, voilà, juridiquement se mettre dans ce sens-là. Il ne faut pas vouloir lui faire vendre quelque chose qui est payé 2 fois. Soyons clairs, je suis tout à fait d'accord avec ces propos-là. Pour revenir, si vous me le permettez, juste sur la partie d'Amandine, sur la partie partenaire, je ne voulais pas évoquer pour pas... Voilà, mais nous également, dans l'abonnement, nous avons tout un tas de partenaires. L'objectif, c'est d'ouvrir, et c'est ce qui a été dit, d'ouvrir le champ des possibles auprès de nos structures. Mais pas forcément un partenaire financier, pour nous, mais un partenaire qui va apporter un plus à notre abonné. Donc, je voulais rebondir par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a le partenaire financier, qui va nous financer nous, mais il y a un partenaire autre qui, lui, peut permettre d'avoir un plus dans l'abonnement et avoir du coup un avantage concurrentiel complémentaire. Donc c'est vrai que nous avons des grands noms dans notre abonnement. Nous avons Orange qui a signé avec nous, donc les abonnés ont un avantage, on a EBP. Donc c'est vrai que c'est tout cet avantage-là aussi. Donc c'est intéressant de dire qu'il y a, dans le partenariat, il y a des différentes visions et le partenaire peut aussi avoir une plus-value qui nous apporte, même s'il ne nous donne pas financièrement un chèque, fait que ça peut nous ramener des clients. Donc c'est aussi l'intérêt de voir le partenariat dans ce sens-là. Concernant sur la partie publique, voilà. Merci beaucoup. Donc on voit toutes ces contraintes, hein, à la fois juridiques, réglementaires, législatives, enfin bon, on va trouver une voie, c'est certain, mais pour ça il faut continuer à vouloir se redesigner nos modèles à l'image de nos entrepreneurs. Peut-être une réflexion, Alain Meillard, en ce sens. Alors tout à fait. Alors nous, au sein de l'équipe bordelaise, qui est dirigée par le professeur Verstraete, on a eu à travailler finalement, à accompagner des structures, souvent assez complexes, plutôt publiques mais aussi privées, qui étaient confrontées finalement à différents challenges, et on a été amené du coup à développer des méthodos et des outils qui sont à disposition de tous finalement dans cet exercice de mise au jour du business model. La mise au jour finalement du business model, ça constitue un exercice qui va forcer finalement à une certaine prise de recul, et dans ce sens-là, ça peut stimuler, ça peut aider à la réflexion en vue notamment du redesign, et quand il s'agit finalement de repenser d'autres manières de faire les choses. On a été amené à travailler sur une multitude de cas. Par exemple, à l'Université de Bordeaux, on avait monté des centres d'innovation sociétaux, enfin qui étaient des initiatives qui étaient financées au départ, et au bout d'un certain temps, quand dans le cadre d'IDEX ou autre, ça arrivait à terme, il fallait réfléchir à comment pérenniser ce dispositif-là, et donc du coup amener à repenser le modèle. Et souvent, ici, ça ne va pas être uniquement la modification d'une source de revenus qui va être suffisante pour faire face à notamment la raréfaction des financements. Et ça va imposer souvent de revoir en profondeur la manière de fonctionner. Par exemple, quand on voit il y a des structures des fois qui vont faire appel à une communauté dans une approche un peu partenariale, comme là on a pu entendre, donc faire appel à des anciens accompagnés, à faire appel à toute une communauté.
cette communauté-là va apporter une ressource qui va être très importante dans la promesse que va être capable de faire la structure à ses accompagnés. Et pour mobiliser cette ressource-là, pour arriver à capter cette partie prenante, il ne suffit pas juste de dire bon, ben on va faire appel à nos anciens. Ça va être tout le business model de la structure des fois qui va être à revoir. Ça va être des modifications plus profondes et notamment culturelles des fois. Et ça, du coup, ça va imposer donc un exercice sur le business model avec une méthode. Alors nous, c'est des méthodes de recherche-action. Donc à chaque fois, on travaille avec ces structures-là. Mais cet exercice de mise au jour, finalement, permet d'aider les acteurs à trouver d'autres manières de faire, et notamment quand c'est réalisé de manière collective, avec un collectif le plus élargi possible, faisant intervenir différents acteurs de la structure pour finalement mettre au jour l'existant, et à partir de là, réfléchir à ça. Un point qui peut être intéressant aussi de voir, nous par exemple, on avait mené un travail avec notamment ma collègue Estelle Jouison, sur le business model de l'incubateur qu'on avait monté au sein de l'université. Ça avait été un long projet avec toutes les contraintes finalement liées au fonctionnement des universités qui sont aussi des structures à part, avec toutes les rigidités et tous les problèmes qui peuvent être liés. Et nous, l'idée par rapport à ça, c'était essayer de réfléchir en élargissant par rapport à l'écosystème de l'accompagnement sur le territoire. Parce que finalement, et là il y a peut-être une notion qui peut être intéressante de retenir aussi, vous parliez tout à l'heure de coopérer avec les concurrents, notamment là c'était dans un cadre d'un projet, mais finalement cette notion de coopétition, elle est importante aussi parce que finalement, sur le territoire économique, on va être tant concurrents, mais on va être tous aussi, on va devoir coopérer pour créer un dynamisme et pouvoir aussi attirer et développer l'attractivité du territoire. Donc là, ce qui serait intéressant, si on devait mener une recherche-action sur ça, ce serait tant réfléchir au business model de la structure, mais dans un cadre idéal, pouvoir travailler avec plusieurs structures simultanément pour avoir une vision écosystème et essayer de réfléchir à des solutions qui seraient collectives. Si en gros le challenge c'est de faire, et bon, la même chose aussi à l'université, toujours faire mieux avec moins, il y a un moment donné, on parlait de rationalisation de l'offre, notamment avant de mettre en place par exemple l'abonnement, ce choix, ça peut être collectivement, les décisions seront mieux prises, parce que finalement essayer de voir sur quoi chacun peut rationaliser ses ressources, se refocaliser, et du coup dans l'idéal il faudrait un système, une approche partenariale élargie. Voilà. Mais la question après c'est est-ce que c'est la faisabilité de ça? Tout dépend des territoires et de l'écosystème. Je pense que, en tout cas nous dans l'Hérault, on est sur un écosystème qui permet justement cette approche quand même partenariale, on va dire intelligente, même si on est chacun sur nos précarés bien sûr, mais on a quand même des initiatives partenariales qui ont été mises en œuvre. Donc c'est aussi important de se dire qu'à un moment donné, on n'est pas simplement des concurrents, mais qu'on est aussi ensemble des acteurs de l'écosystème et qu'on a une même volonté d'accompagner les entrepreneurs et de faire vivre nos territoires. Donc c'est vrai que dans la démarche, je pense que la collaboration active partenariale est à poursuivre et reste à améliorer. Mais ok. Est-ce que chacun de vous, là on a évoqué pas mal de modèles économiques finalement possibles, pas mal d'évolutions possibles. Est-ce que, sans faire un catalogue de l'offre des modèles économiques possibles, vous pourriez citer peut-être une évolution qu'on n'aurait pas envisagée non. Il y a quelque chose qui... c'est un serpent de mer pour l'instant, mais il y a quelque chose qui va être très très intéressant, je pense, qui va sortir dans les prochaines années, ça va être les social impact bonds. Le social impact bond, c'est quoi? C'est la spéculation sur la capacité à gagner de l'argent en faisant sortir des gens, ou je reprends le sujet à l'envers. Si un chômeur coûte X dizaines ou centaines de milliers de francs à l'État, s'il monte sa boîte et qu'il réussit, il va lui en faire gagner. Donc en fait, l'État gagne beaucoup d'argent en faisant... Et le Social Impact Bond, ce sont des fonds d'investissement qui vont prendre le pari auprès de l'État en leur disant « je vais vous accompagner des chômeurs qui vont créer leur boîte et la moitié des économies que vous allez faire, vous allez me le reverser ».
Ce sont des systèmes qui marchent très très fort en Angleterre. C'est vraiment très très intéressant parce que pour y arriver, ça nécessite justement la coopération de plusieurs acteurs en fonction des sujets qu'on adresse. Si c'est un entrepreneur, ça va, beaucoup dans la salle ont tout le dispositif pour l'accompagner. Mais si vous vous mettez à spéculer sur la récidive des prisonniers, en France, c'est 75%. Je crois un gars qui part en prison, quand il sort, 75 fois, enfin, il a 75% de chances d'y repartir. Au Canada, c'est 5%. Donc ça a commencé comme ça en Angleterre où des gens ont dit, et c'est Sir Reginald Colling qui a fait ça, il a dit à l'État, moi je vais vous prendre vos gars qui sortent de la prison, je vais les accompagner à devenir des bons citoyens et vous allez gagner tant d'argent, et ben vous me donnez la moitié de l'argent. Voilà. Et ça c'est quelque chose, un jour, on commence à travailler là-dessus sur les RSA, ce qui est très compliqué, mais je pense vraiment que sur les chômeurs qui veulent monter des boîtes, ça va arriver. Macron est dans le bon mainstream de droite pour comprendre qu'il va gagner pas mal d'argent là-dessus. Je ne sais pas si c'est lui qui va le faire, mais il y a beaucoup de gens qui retravaillent ce sujet, qui a été abandonné sous Hollande parce qu'on disait oui, mais vous allez financiariser la pauvreté ou des choses comme ça, ce qui n'est pas complètement faux si on laisse le truc partir. Mais là, les social impact bonds pour les structures d'accompagnement, je pense que dans les prochaines années, ça va être un vrai sujet. Rapidement, donc on a parlé de pas mal de choses, subventions publiques, chiffre d'affaires, sponsoring de grandes entreprises. Donc là, les social impact bonds dit par Bruno. Quand on s'était un peu concerté, on avait parlé de quelque chose, c'est vrai qui m'avait un peu surprise et enfin un peu surprise. On avait rapidement évoqué, c'est la commercialisation des données que possèdent les structures d'accompagnement. Et ça m'avait fait réfléchir. Donc je l'ai pas vu encore aujourd'hui développé dans l'écosystème. Peut-être que certaines structures le font, mais ça m'avait assez interpellée dans le sens où je pense que si c'est une façon de générer des fonds pour certaines structures, je pense qu'on serait un sacré changement de paradigme. Parce que donc, pour revenir peut-être un peu à l'étymologie, le terme, donc structure d'accompagnement, on est un terme francophone, mais le terme anglophone c'est incubateur, donc qui regroupe toutes les structures et pas seulement l'incubateur francophone, et qui fait référence du coup à l'incubateur médical, donc un lieu stérile où on met un enfant qui est prématuré pour lui apporter toutes les ressources pour un bon développement. Et on est un peu dans une notion de bienveillance, de protection, donc vendre les données que la structure d'accompagnement peut posséder, en tout cas de mon œil, enfin de ce que j'en perçois, on est un peu une relation qui est déséquilibrée et plus tant dans la bienveillance qui est supposée derrière le thème incubateur, structure d'accompagnement, et que j'ai pas mal ressenti moi dans au cours de ma thèse, où les entrepreneurs me disent qu'ils sont dans des environnements où tout le monde est bienveillant avec eux, où ça se passe bien, où ils ont plaisir à travailler au sein d'incubateurs. Donc c'est quelque chose qui a été une piste qui a été évoquée et que je perçois encore assez mal, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez vous. Voilà, c'est une piste de discussion. Peut-être que Frédéric, vous alliez le faire. C'est vrai que quand on avait abordé ce point-là sur la vente de fichiers, alors bien sûr faire attention, aujourd'hui la RGPD, enfin il y a plein de choses qui font que non, on vend pas les données comme ça, c'est évident. Mais par contre, au sein des organismes consulaires, on a des informations qui sont des informations publiques et qui au jour d'aujourd'hui sont valorisées, qui sont payantes, hein, c'est-à-dire que l'on vend nos fichiers par exemple, mais peut-être qu'ils sont aussi à améliorer sur le contenu qu'on vend ou sur le mode justement de vente qu'on a mis en place. Voilà, il y a peut-être une interrogation, une piste là-dessus. Mais bien évidemment, on est sur la bienveillance aussi. Nous ne vendons pas les fichiers de nos porteurs de projets par exemple, mais que les données qui sont issues du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, par exemple. Oui, je crois qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout est tellement mouvant qu'il va falloir, je dirais, ouvrir son champ des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait une sorte d'habitation avec un pré un peu carré, en tout cas pour les consulaires, si on peut faire le petit schéma, c'est-à-dire avec une jolie barrière qui était assez bien définie. Les lois et les évolutions font tomber cette barrière. Donc à un moment ou à un autre, il faut ouvrir tout le champ des possibles
et faire un mix avec tout ce qui a été dit et l'analyse de son territoire et du besoin local. C'est-à-dire qu'en fait, sans réinventer l'eau chaude, mais marketer ce qui est fait pour pouvoir, je dirais, le vendre beaucoup plus facilement et le mettre en avant, le savoir-faire qu'on a. Mais tout ça, c'est simplement des fois une opération aussi de marketing, mais simplement parce que le champ maintenant, eh bien, il est ouvert. Le précaré est en train de tomber. Donc voilà. Donc ça sera un mix de tout, c'est-à-dire avoir du sponsoring, avoir des partenaires, mais également accepter de rentrer dans de la prestation payante, accepter de reconnaître que l'expertise qu'on a de nos métiers a une valeur et qu'à un moment ou à un autre, eh bien, comme tout professionnel, que ce soit un professionnel du chiffre ou autre, il y a une prestation qui est payante. Alors, bon, rapidement, mais je pense sur la notion de coopétition. Arriver finalement, il y a déjà des travaux qui ont été publiés là-dessus sur la société d'accompagnement et la notion de coopétition, mais est-ce qu'aujourd'hui on a un état des lieux de où on en est? Est-ce qu'il y a des exemples de territoires où ça fonctionne et où finalement se dire bon, si les ressources diminuent globalement, est-ce qu'on peut jouer sur cette coopétition pour essayer de dynamiser le territoire et essayer d'imaginer une offre territoriale qui serait intéressante? Voilà. Alors bon, juste pour, moi, là, je commence à voir pour l'incubateur universitaire, essayer de faire des liens, et je sais déjà qu'il y a des résistances et que c'est compliqué aussi, mais ça mérite au moins d'y réfléchir. Oui, mais effectivement, ça pourrait être une piste. De toute façon, c'est évident qu'au jour d'aujourd'hui, on nous encourage, enfin en tout cas quand je dis nous en Occitanie, la région Occitanie nous encourage à se fédérer au niveau des acteurs, à essayer d'harmoniser effectivement notre offre, à mieux se connaître, à mieux se rencontrer à travers l'agence ADOC, l'agence de développement économique régional. Ça fait partie des volontés en tout cas territoriales et ça permet aussi peut-être pour les créateurs, les entrepreneurs d'avoir une meilleure lisibilité de l'offre et du qui fait quoi. Au jour d'aujourd'hui, on l'a bien indiqué, c'est confus en fonction des structures, on ne sait plus trop qui fait quoi, puisque maintenant tout le monde fait un peu tout. Donc il y a une nécessité aussi de se refocuser, peut-être d'afficher mieux, comme tu l'indiquais au tout début, Amandine, notre identité. Et voilà, on a tous en partage cette quête identitaire à poursuivre et à asseoir pour que ça soit quelque chose de plus lisible pour tous. On va arriver au terme de notre table ronde. Peut-être un dernier mot de conclusion, si vous le souhaitez, si vous en avez une dernière petite idée, une proposition sur ces évolutions des business models des structures d'accompagnement. Est-ce que, je pense qu'on l'a déjà bien traité là sur l'échange qu'on vient de faire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on donne la parole à notre assistance? Rien de plus à rajouter. Donc du coup, je pense qu'on a eu pas mal d'échanges. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur certains points précis qui ont été évoqués? Driss? Merci Delphine. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit peut-être qu'il n'y aura pas d'échange avec l'ASSA, mais tu m'as rassuré, ça va. Juste il y a pas mal de choses qui ont été dites, donc j'ai relevé... j'avais une question par rapport à la Chambre des métiers qui présentait une offre d'abonnement, si je peux me dire low cost, parce que je me pose la question avec 19 € par mois, qu'est-ce qu'on peut espérer comme conseil, comme accompagnement individuel de proximité? C'est pas un reproche, c'est juste un questionnement. Après, comme il a dit le collègue de la Ruche, je suis contre la gratuité, parce que tout ce qui est gratuit, c'est pas bien. Même si des fois il l'est, mais c'est pas bien. Il faut quand même un minimum d'investissement pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Ensuite, une autre remarque par rapport au partenariat public-privé. C'est intéressant s'il s'inscrit dans la durée. Parce que pour l'avoir expérimenté, souvent ça a mis les structures en difficulté. Parce que ça ne s'inscrit pas dans la durée, donc du coup on est obligé de revoir le modèle économique tout le temps,
parce que s'il y a un privé qui disparaît, donc ça veut dire que c'est aussi le financement qui disparaît. Voilà, donc c'est deux premières remarques. Merci. Alors pour la première, je vais répondre. Est-ce que c'est le montant qui fait que c'est du low cost? Parce que en fait, les prestations sont intégrées. Je dirais les prestations d'accompagnement, la formalité, de l'apprentissage, enfin un certain nombre de packages est intégré. C'est la durée d'abonnement qui est importante. Parce que si vous êtes abonné sur 10 ans à 19 €, est-ce que vous pouvez dire que c'est un accompagnement low cost? Donc à un moment, ce ne sont pas les prestations, c'est bien la durée, ça va être la fidélisation du client et ça va être tous les services qui sont intégrés. L'intérêt de prendre un abonnement, on a encore des financements. À un moment, c'est pas non plus, je dirais, c'était un test. Là, les deux autres dispositifs vont avoir d'autres prestations beaucoup plus conséquentes d'accompagnement, je dirais, de dispositifs sur des diagnostics énergétiques qui n'étaient pas intégrés dans le premier niveau, avec des prix qui vont être au-delà des 19 €. Donc, à un moment ou un autre, c'est vraiment le modèle économique a été calculé en fonction, je dirais, de la durée d'abonnement des gens, des hypothèses qu'on a faites. Parce qu'à un moment, c'est un peu comme une mutuelle qui vous propose un tarif, je dirais, pour vous couvrir de santé, pour qui intègre telle gamme de services. Et c'est la mutualisation du volume qui permet d'équilibrer les dépenses de santé qui sont remboursées. Donc, c'est un modèle complexe à calculer pour pouvoir, par rapport à des hypothèses. Donc, je ne le prends pas comme un low cost, et j'avoue sincèrement que les clients, je dirais, ne le prennent pas non plus comme un low cost. Et puis, à un moment ou un autre, je vais vous renvoyer la balle. Est-ce que vos clients locaux seraient prêts à payer du 59 par mois pour un type de prestation? Voilà. À un moment, il faut aussi se mettre en rapport avec la typologie de clientèle qu'on a face à nous. Voilà. Oui, mais si... Voilà. Alors, il y a tout un... Alors, je connais très bien la structure, donc voilà. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour ça que, par rapport à ça, le contenu est très vaste. On a les 3 métiers de la Chambre, que sont le métier administratif, donc les formalités, que ce soit CFE ou apprentissage, mais également le conseil individuel, avec tous nos experts que nous avons, puisqu'on a des conseillers juridiques, nous, en interne, du personnel. On a des conseillers, je dirais, en droit du travail. Donc nous, on a tous ces services-là qui sont intégrés, qui sont accessibles. Et on a également le dernier volet, je dirais, un accès à des journées de formation dans le catalogue de la Chambre. Oui, un nombre limité de 5 jours par an. Voilà, l'offre est la plus large possible et la plus complète par rapport à ça. Oui, peut-être rapidement, vu que je vois qu'il y a d'autres questions à mon avis sur l'abonnement. Sur votre forme... Je pense. Ça n'engage que moi, effectivement. Donc pour rapidement répondre à votre remarque, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le modèle hybride développé par les structures d'accompagnement hybride public-privé que j'ai vu mettre en place, il est clairement fondé sur des relations de long terme et surtout sur une dimension de confiance. Je suis tout à fait d'accord. Si effectivement la structure d'accompagnement chaque année doit repenser, parce qu'il y a un de ses partenaires qui disparaît, en soi ça arrive. J'ai vu des partenariats aussi se disparaître. Oui, mais tout à fait. Et d'ailleurs l'objectif d'équilibrer entre public et privé, c'est pour avoir une sécurité d'un côté ou de l'autre. Donc tout à fait. Non, la question c'est, reprenez celle de Driss en l'approfondissant, mais vous y avez largement répondu, c'était toujours sur l'abonnement. Moi, je n'ai pas d'a priori sur le fait que c'est low cost ou high cost. Ce que j'aurais voulu savoir, parce que tout à l'heure j'étais un peu resté sur ma faim, c'est justement jusqu'où vous allez dans ce tarif de base à 19 €. Et sans faire une liste exhaustive, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement, parce que 19 €, ça peut être du très low cost, vous pouvez avoir du basique,
Donc ça peut être vraiment très cher pour ce que c'est, ou ça peut être tout à fait raisonnable par rapport à ce que vous faites. Donc par rapport au dispositif, à la logistique en termes de formation et de conseil de la Chambre, jusqu'où vous allez. Alors vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, est-ce que vous pouvez aller plus loin sans faire une liste exhaustive, mais les formations, vous faites des formations en 5 jours sur quel thème? Est-ce que vous abordez tous les thèmes de l'entrepreneuriat, le juridique, le commercial, le financier? Sur le conseil, est-ce que vous allez jusqu'à de l'audit? C'est-à-dire, quelles sont les limites? Et ces 19 € en soi ne sont pas une indication tant qu'on n'a pas une idée de ça. Alors, c'est pas pour faire de l'inquisition, pour avoir un listing absolument complet, mais ça donne une idée, parce que derrière l'enjeu de la question, c'est jusqu'où on va dans l'hybridation. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il y a... si on met tout dans un paquet, ça veut dire qu'on on privatise tout. Je me doute de la réponse, vous avez déjà fait non, bon, je me doute, mais jusqu'où vous allez dans ce reste à payer qui revient à l'entrepreneur? Le reste à payer, ils ont 19. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a les prestations que je viens de vous indiquer. Donc à un moment, je ne vais pas lister tout le catalogue des prestations, mais ce sont les mêmes prestations que le client qui n'a pas pris l'abonnement va avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas différent s'il a un rendez-vous, un besoin juridique sur un conseil, sur ce qu'il a, des impayés ou un changement de tarification de bail. Eh bien, notre service juridique fera le même travail pour un abonné que pour quelqu'un qui va payer la prestation en direct. Je veux dire, ce ne sont pas des prestations à part. Ce sont bien les mêmes prestations qu'on a mixées, je dirais, dans l'abonnement. On leur vend pas on leur vend pas quelque chose de plus réduit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute l'offre dans la rationalisation, comme je le disais tout à l'heure. On n'a pas mis dans ce package-là, pour 19 € l'intégralité de l'offre de la Chambre. On a sélectionné, on a mis des limites pour certains. Voilà. L'objectif étant d'avoir un équilibre. Ce n'est pas de dire, porte ouverte, tu es abonné, monsieur le client, tu choisis tout ce que tu veux dans la liste et tu vas et tu repars. Non, il y a des choses qui ne sont pas intégrées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dès le départ, quand il s'abonne, il connaît ce à quoi il va pouvoir avoir droit. Comme quand vous vous abonnez à Netflix, que vous savez quelle chaîne vous avez pris, que vous avez pris, voilà. Vous savez ce que vous avez, en connaissance de cause. Donc il y a une liste exhaustive, je dirais, voilà, de prestations. Mais elles ne sont pas du tout réduites. Ce sont bien les mêmes que la personne prendrait en one shot ou dans le cadre de l'abonnement. Oui, mais la question était plus en termes de volumétrie. C'est combien d'heures de conseil? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Il y a la liste des activités, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diagnostic énergétique, il n'y aura pas, voilà, mais pour le conseil juridique, il peut venir 1 fois, 2 fois, 10 fois, qu'importe. Ça va être du conseil dématérialisé, une réponse par mail, ça, voilà, son interlocuteur, voilà, il y a le rôle de l'interlocuteur. A priori, ça semble pas low cost. A priori, ça semble pas low cost. Ce n'en est nullement. Mais je vous remercie pour cette précision, voilà. Parce que tout à l'heure, c'était très... Non, mais on pouvait pas, voilà. 19 €, ça veut rien dire. Je pouvais pas rentrer dans un détail exhaustif, voilà. Voilà, mais on maintenant... va essayer de rationaliser les questions, parce qu'en fait, il y a une question ici, il y a une question donc là-bas tout en haut, et il y en a 2 questions là. Voilà. Juste une petite précision, la séance étant filmée et enregistrée, on vous demande d'avoir une certaine discipline sur les micros et sur le son de la salle. Merci. Je ne vais pas poser une question sur le pass, je vais laisser Frédéric boire un coup. Voilà. Non, j'avais 2 questions. La première, ça concerne justement le concept de compétition que vous avez évoqué. Je voulais savoir si vous aviez en fait un recul sur les expériences finalement entre qui et qui coopérer, le type d'acteurs, des exemples réussis, d'autres un peu moins. Donc voilà, le recul que vous pouviez avoir finalement sur les associations qu'il pouvait y avoir, les coopérations entre des opérateurs de l'accompagnement. Ma deuxième question, j'en profite, qui est directement liée, ça concerne justement ce que vous avez évoqué, les sociales, voilà, j'en ai oublié le nom. Vous avez dit, je sens que ça va arriver, c'est en Angleterre, donc ma question c'est qu'est-ce qui fait que vous sentez justement que ça n'arrive pas, qu'est-ce qui fait que ça peut bloquer,
et dans quelle mesure ça pourrait intéresser les collectivités territoriales. À titre d'exemple, moi je viens d'Île-de-France, c'est vrai que l'Île-de-France nous a fait coopérer tous les opérateurs, CMA, BGE, CCI, autour d'un même programme. Bon, le programme est bien gentil, mais on en paye la moitié. Hein. Donc c'est vrai que dans le contexte qui a été évoqué tout à l'heure, on est aussi à la recherche d'autres modèles. Et dans quelle mesure celui-là pourrait intéresser une région comme la nôtre. Donc voilà mes deux questions. Rapidement concernant votre première question, en termes de collaboration, j'ai vu réussite durant quelques années, j'ai pas non plus le recul sur 10 ans. Donc c'est généralement des collaborations qui se font sur des valeurs partagées, des incubateurs avec des collectivités locales, avec des acteurs publics, d'autres structures d'accompagnement, que les incubateurs soient publics ou privés. Si ils sont tous les deux orientés vers une volonté de participer au développement économique, de participer à l'implantation de certains types d'entrepreneurs, de certains types d'entreprises, ça va fonctionner. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est cette notion de valeur qui est importante, le partage d'une identité commune, d'une vision commune qui fonctionne. Et de la même façon, des collaborations entre des incubateurs, pardon, j'utilise le terme incubateur, entre des structures d'accompagnement privées ou public avec des entreprises, des grandes entreprises où pareil il y avait des valeurs communes qui étaient partagées. Généralement ce qui se passe c'est que ça tourne beaucoup autour d'une envie de participer à un territoire, de revitaliser un territoire, de développer une activité entrepreneuriale. Mais d'où cette notion, encore une fois, de relation intuitu-personae qui est très importante entre le directeur de la structure d'accompagnement qui l'apporte, qui porte sa vision, son ambition, et un manager de grande entreprise, par exemple, ou un autre directeur de structure d'accompagnement. Je sais pas si... Pardon. Alors, en complément de ce que dit Amandine, nous, typiquement en Ile-de-France, la région avait fait un appel à projet pour un incubateur à impact et avait demandé à ce que des acteurs se regroupent. Donc on avait répondu avec France Active, Entropia et nous. Et en face, il y avait HEC, enfin l'incubateur de HEC, bon, il y avait des acteurs. Il s'avère que pour que les acteurs se retrouvent, il faut qu'il y ait un donneur d'ordre qui dise « je veux que les acteurs se regroupent ». Parce que sinon, ça marche pas. À la campagne, on dit quand la mangeoire n'est pas pleine, la basse cour caquette, c'est pas la peine d'essayer de faire travailler les gens ensemble qui ont déjà du mal à vivre et essayer de partager le gâteau. Donc c'est vraiment les donneurs d'ordre qui doivent dire je veux que des compétences s'assemblent. Et c'est vrai que nous on est très 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 bons, je parlais de nous sur l'émergence, c'est-à-dire au stade de l'idée et accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils trouvent leur modèle économique. On a des copains qu'on connaît très très bien, qui sont très bons dans le changement d'échelle, il y en a d'autres qui sont... Bon, et dans ce cadre-là, on s'assemble parce que un donneur d'ordre nous le donne. Je discutais avec peut-être le futur maire de Bordeaux il y a quelques jours, il me disait je comprends pas, on a réussi avec la French Tech et on réussit pas avec le French Impact. J'ai dit mais la French Tech, il y a le ministère des Finances qui dit je vais donner des milliards à des villes, il faut que vous vous assemblez, que tout, et là il n'y a qu'une tête qui s'allonge parce que tout le monde veut de cet argent. Donc ça, les coopérations ou les co-compétitions, ça se fait parce qu'il y a un donneur d'ordre. Nous on travaille en Belgique avec un concurrent parce que c'est le donneur d'ordre qui a dit moi je veux que tous les deux vous fassiez le travail ensemble parce que vous avez ça, et on s'est mis ensemble. Et c'est le donneur d'ordre qui donne cette impulsion, parce que naturellement c'est compliqué. Après sur les social impact bonds, pourquoi ça marche pas? Parce qu'en France l'argent c'est sale. Et cela dit, il y a des gens qui ont commencé à dire que moi j'ai pris le cas de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Pôle emploi nous finance. Pôle emploi, c'est un très gros client chez nous qui nous finance, et des porteurs de projets, parce qu'eux voient bien qu'ils gagnent de l'argent en nous donnant 10 000 balles ou 15 000 balles pour un porteur de projet. Ils gagnent de l'argent. Donc eux, ils l'ont compris. Mais à un moment donné,
que ça s'organise suivant des fonds d'investissement qui vont spéculer sur des économies que vont faire les États sur n'importe quel sujet, et en disant la moitié de ces économies, vous me les donnez, et moi je m'occupe de financer, de trouver les structures accompagnatrices qui vont faire sortir les gens du problème où ils sont. Ça, c'est un vrai sujet en France où c'est de la financiarisation de la pauvreté. Et c'est ça qui bloque. Mais les choses sont en train d'évoluer parce que ça a secoué il y a 3 ans quand ils ont voulu le faire. Ça n'a pas bien marché. Mais à nouveau, il y a les gens qui, autour de Macron, commencent à lui dire, notamment Jean-Marc Borrello, enfin, il y a tout un tas de gens qui commencent à lui dire, il y a une vraie possibilité. Le paradoxe, quand même, dans tous nos métiers, hein, c'est qu'il y a des milliards d'argent. Enfin, je vais parler juste de notre univers qui est l'innovation sociale. Il y a des fonds d'investissement. Il y a 200, actuellement, aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a 250 millions d'euros en stand-by dans des fonds d'investissement à impact qui ne trouvent pas de projet. Et nous, ici, on sait accompagner des porteurs de projets. Donc à un moment donné, il va falloir que les deux se parlent en disant votre argent en stand-by, vous ne savez pas le dépenser, payez-moi un peu pour que je vous trouve les porteurs de projets. Le problème dans notre univers, c'est qu'ils veulent que des techs. Donc nous, on veut des porteurs de projets, on s'en fout des techs. Mais eux, ils veulent que des techs. Donc ça, c'est le gros problème. Mais à un moment donné, le truc ça va marcher. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté beaucoup d'argent, de l'autre des gens qui ont des savoirs et qui en ont peu, ça va matcher. Et le Social Impact Bond, on est vraiment typiquement dans ce cadre-là, hormis que c'est de la financiarisation de la souffrance, enfin, ou de gens qui sont dans la panade. Et ça pose un vrai problème en France. Alors que ça marche incroyablement bien à Chicago, c'est né à Chicago, c'est parti en Angleterre, il y a plein d'endroits où ça cartonne. Ok, merci. Je crois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Allez-y. Bonjour. Alors mon intervention n'était pas là-dessus, mais à la base c'est simplement pour dire que nous on a monté une structure où on fait de la collaboration, justement de la coopétition. Donc si certains s'y intéressent, ça me fera plaisir. On l'a monté à Montréal entre 2 structures. Et j'ajouterais peut-être qu'un des moyens pour que ça fonctionne, au-delà des valeurs, c'est peut-être la complémentarité. Enfin moi je le vois au quotidien. C'est parce que il y a une structure qui était spécialisée d'un côté sur la croissance, nous sur le secteur culturel, et on s'est vraiment retrouvés pour mettre en place un dispositif. Et là, dans le cadre-là, ça fonctionne. Donc si certains sont intéressés, je partagerai notre expérience montréalaise avec plaisir. Mais ma question était plus sur le numérique. Vous avez parlé des tendances futures. Moi, je me questionnais justement, et ça m'intéressait de vous entendre à propos de ça. Est-ce que vous voyez, en quoi ça va changer, à votre avis, les modèles d'affaires? Est-ce que vous l'expérimentez déjà? Quel est l'impact sur les structures d'accompagnement? Amandine, t'en as un peu parlé avec les MOOC, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des modèles qui sont intéressants, qui sont développés par rapport à ça? Enfin, voilà, c'était ça. Alors, vous indiquez peut-être sur le modèle de l'accompagnement via un outil numérique. Oui. Soit via l'outil, soit développé, parce que ça peut être un moyen aussi de sortir du côté territoire. Donc commercialiser aussi une expertise via l'outil numérique. Enfin, c'est un impact qui peut être assez important sur la question du modèle d'affaires. Alors nous, typiquement, on a travaillé sur cet outil-là, puisqu'on a 9 ruches aujourd'hui, enfin 9 qui nous appartiennent et 2 qui portent d'autres noms, et on a créé une communauté d'entraide. C'est une plateforme, en fait c'est un vrai moteur de recherche d'expérience. Vous tapez modèle hybride, vous allez tomber les gens qui vont vous dire voilà, moi je peux t'accompagner, je peux t'aider gratuitement. Donc cette base-là, au départ, elle a été pensée bien sûr pour animer et puis pour enrichir les parcours des entrepreneurs, mais très tôt dans mon esprit, c'était une base qui allait me servir moi pour adresser la ruralité, c'est-à-dire que avec la certitude que de toute façon on ne pourrait pas ouvrir des ruches partout et notamment, enfin, on ne pourrait pas ouvrir des lieux et qu'on allait faire du semi-présentiel, c'est-à-dire il y a des formations qui nécessitent que les gens viennent et qu'on leur parle et qu'on les connaisse, et puis après quand ils repartent loin, à 40, 50, 60 km, il faut qu'ils aient des outils numériques qui leur permettent de faire du Skype avec un expert juridique, de faire du Skype avec un mentor, de faire des outils, voilà. Donc moi je pense que je ne crois pas du tout au MOOC, alors peut-être que je vais en faire sursauter certains qui ont
monter des business là-dessus. J'ai jamais vu un entrepreneur qui a réussi grâce à un MOOC. Un entrepreneur, ça réussit parce que il a trouvé son modèle économique et que il y a quelqu'un qui, à un moment donné, enfin, il y a toujours une rencontre. C'est-à-dire, dans l'histoire, enfin, pour tous ceux qui ont monté des boîtes, à un moment donné, il y a une rencontre qui a fait que ça crante. Donc, la notion de MOOC, du mec qui vous explique comment il a fait pour réussir, moi, la réussite, c'est un miracle. Les échecs, je sais les expliquer, mais les réussites, j'en suis incapable. Donc, j'ai beaucoup de problèmes avec le numérique. Par contre, le numérique qui fait du présentiel, qui amène des gens et qui, parce qu'ils sont très loin ou parce qu'ils sont isolés ou pour X raisons, peuvent être suivis à distance, là, il y avait des vrais outils. Alors nous, on en a un, j'en avais croisé un au Luxembourg, j'ai oublié son nom. Il y a des outils qui existent, sont plus ou moins performants, mais ça, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour s'adresser à des publics un peu loin et où on ne peut pas déplacer des experts, des mentors et des choses comme ça en permanence, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Après, on aura peut-être l'occasion d'échanger. Au niveau des chambres de commerce, on a un outil qui s'appelle CCI Business Builder et qui permet d'avoir un accompagnement dématérialisé en ligne avec la possibilité d'être connecté à un conseiller. C'est une plateforme qui est en cours d'évolution, qui est loin d'être totalement satisfaisante. On en fait l'expérimentation depuis 2 ans. Mais on s'aperçoit que ça correspond quand même à une vraie demande de nos créateurs-repreneurs que d'avoir accès à un outil justement en ligne. À la fois pour construire leur business plan, mais aussi pour avoir une interactivité avec un conseiller voilà, quand il le souhaite. Et aussi, c'est un outil qui va certainement nous permettre de développer des modules e-learning et de pouvoir après réaliser peut-être des sessions en individuel suite aux sessions de e-learning, donc faire du blended learning. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter, de travailler, d'affiner au sein du réseau des chambres de commerce. Donc on est nombreux, je pense que vous aurez l'occasion d'échanger sur l'outil. Voilà. Le temps presse un peu, parce que là je pense qu'on va sinon bloquer pour la plénière qui suit. Donc on prend encore 2 questions et puis... allez, 3. Mais rapide alors. Hein. Je peux juste rajouter un mot avant sur... pardon. Juste par rapport à la question, juste sur les outils numériques. Alors nous, au sein de l'équipe bordelaise, on a développé dans le cadre d'un programme de valorisation de la recherche, une plateforme qui est gratuite avec un outil, c'est le GRP Storyteller. Et l'idée finalement, c'est de mettre à disposition un outil gratuit à disposition des accompagnateurs et des personnes accompagnées. Et nous, on est sur le positionnement du storytelling et finalement, c'est développer une méthode pour aider le porteur de projet à raconter l'histoire de son business et finalement, par cet exercice de storytelling, pouvoir tant imaginer et voir tous les points que pouvoir finalement améliorer son exercice de conviction pour aller capter les différentes ressources. Donc c'est un outil que j'aurai l'occasion de présenter demain dans le cadre du speed. Voilà, exactement. Ah, super. Le GRP Storyteller. GRP, hein, c'est ça? Oui, GRP. GRP Storyteller. Je vais poser ma question rapidement. On voit que derrière le business model, c'est la question d'arriver à valoriser ce qu'on vend. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est comment vous définissez l'accompagnement, à la différence de la formation, de l'expertise, du coaching, qui sont d'autres métiers. Donc comment est-ce que vous définissez l'accompagnement? Et deuxième question, est-ce que vous avez essayé le satisfait remboursé et le donativo? Le donativo, c'est on donne ce qu'on veut. Qui est un format de financement. Comment est-ce que vous définissez, comment est-ce que vous définissez l'accompagnement quand vous dites on vend de l'accompagnement? Aujourd'hui, l'accompagnement, vous le définissez comment? Un banquier qui vous dit nous on fait de l'accompagnement, en fait non, il a vendu un crédit. Bon, vous dites non, on fait un accompagnement qui est différent. Hein. C'est pas la même chose. Un expert comptable, il fait de l'expertise. Bon. Mais il dit qu'il fait de l'accompagnement. Bon. Et il y a effectivement plein de monde qui font de l'accompagnement, qui disent faire de l'accompagnement, mais qui en fait n'en font pas. Donc la question marketing, c'est comment définir l'accompagnement pour pouvoir mieux le valoriser. Après, le business model qui est derrière, ça va être autre chose. Désolé, j'ai l'impression de manipuler la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne le définis pas, on le prouve, c'est-à-dire que nous, c'est en fonction du prix que l'on arrive à avoir en fonction du porteur de produit.
fonction du prix, il y a 5 journées de formation qui sont des journées de formation extrêmement pragmatiques, avec des experts, avec 5 journées, 10 heures d'expertise, 2 heures de coaching par mois, voilà, pendant 12 mois. Et le pendant, c'est on associe nous le client, en fait, c'est celui qui paye. Hein. Le bénéficiaire, c'est le gars qu'on accompagne. J'ai entendu, nous, on veut fidéliser le client, moi aussi. Moi, je veux fidéliser celui qui paye, c'est-à-dire l'entreprise, les pouvoirs publics, etc. Le porteur de projet, je veux surtout pas le fidéliser. Il faut qu'il soit autonome très très rapidement. Et si je le tiens tous les mois avec 19 €, j'ai quand même la sensation que quelque part, enfin pardon, hein, mais moi, je veux pas le fidéliser, l'entrepreneur. Je veux qu'il dise, j'ai plus besoin de toi, casse-toi. Et là, on a réussi. On fidélise le client, pour le coup, le payeur, en l'associant au parcours. C'est-à-dire que les politiques assistent au jury, assistent à tous les formats de formation, pour le coup, qui sont fragmentés, soit en journée, soit en demi-journée. On associe les partenaires qui voient concrètement ce qu'on est en train de faire. Et les prospects, on les invite aussi, et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que c'est la démonstration par l'exemple. Il y a tellement de gens qui disent, moi je fais tellement de choses, et je pourrais vous citer 1000 exemples où il n'y a rien derrière. Nous, ce que l'on dit, on le montre et on associe vraiment le payeur à ça. Et voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à vos questions, mais il y a un produit qui est vraiment très très bien formaté en temps, en heures, en prix. J'ai oublié de le dire, mais les coachs, les mentors, les experts, tous ces gens-là sont payés, donc suivant un tarif en fonction de la spécialité. Mais donc tout est extrêmement transparent, et notamment tous ceux qui le savent, tous ceux qui travaillent avec les pouvoirs publics, et notamment, on parlait de la région Île-de-France, mais les autres régions aussi, ils nous demandent énormément de reporting. On passe beaucoup de temps à faire du reporting sur tous les frais qu'on a engagés, donc ils voient bien ce qu'il y a derrière ce que l'on fait. Allez, juste la dernière question, parce que là on est vraiment... Oui, alors je reviens sur un sujet qui a déjà été abordé, on fait un peu des ping-pong sur le sujet, mais sur le Social Impact Bound envisagé, qui est un peu un système de success fee partagé, voilà, qui est un système déjà existant dans le recrutement. Moi, ça me pose fondamentalement la question qui peut être transposée sur tous nos accompagnements, et la façon dont on est financé, c'est la pérennité. Voilà, et je me demande quelle est la réflexion qu'il y a derrière ce sujet-là, principalement, sur quand on passe par un cabinet de recrutement, on le paye au moment où il est recruté, puis on le paye à la fin de la période d'essai. C'est-à-dire, de la même façon, quand un entrepreneur crée son entreprise, il y a beaucoup de financements qui sont déployés juste pour créer, mais la réalité et l'impact économique, il est quand elle se pérennise et quand l'emploi se crée. Voilà, donc c'était une question par rapport à ce système-là. Alors, il est incroyablement pérenne. C'est là où c'est très puissant, parce que je l'ai mal expliqué. En fait, le Social Impact Bond, c'est un fonds d'investissement. Je vais vous le raconter en Angleterre. C'est 500 millions au départ de livres sterling. L'État anglais est en faillite. C'est en 2008, je crois. L'État anglais est en faillite. Et Cohen, qui est devenu Sir depuis, met 500 millions de livres sterling dans un fonds. Et il va voir l'État en lui disant... Un tolard qui sort de prison et qui récidive, ça vous coûte 100 000 livres sterling. Donc, et il en sort, vous dépensez X millions ou centaines de millions d'euros. Il dit, moi, voilà ce que je vous propose. Je vais m'occuper de la récidive, on va faire un état des lieux, et je vais faire chuter la récidive de 50%. Ce qui fait que vous allez économiser 500 millions de livres sterling. D'accord. Et sur ces 500 millions de livres sterling que je vais vous faire économiser, vous allez m'en donner 250 pour moi. Il y en a 250 pour vous et 250 pour moi. D'accord, voilà, c'est gagnant. Le mec, il achète des résultats. Et lui se retourne vers un secteur associatif. Et il comprend qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement du secteur, c'est il y en a un qui va en prison, il apprend à un tolard à lire, il y en a un autre qui va sortir un autre tolard et il va lui apprendre un métier, et puis il y a un troisième tolard qui va sortir, on va lui trouver un appartement, il y en a un quatrième qui va sortir, on va lui trouver un psychologue, et rien n'est coordonné. Le même n'a aucun, ce qu'on appelle un parcours client. En fait, et il invente le parcours client avec des mecs qui commencent à éduquer en prison. Quand il les fait sortir, il lui dit, tu vas pas repartir dans ton quartier pourri, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas moi. Il a trouvé des associations qui savaient faire ça. Et aux associations, il leur dit, vous arrêtez de trouver du fric, c'est moi qui vous paye. Mais je vous paye et je veux savoir. Je vais vous envoyer des bénéficiaires, et toi tu vas le loger, toi tu vas l'éduquer, toi tu vas lui prendre un métier, toi tu vas le soigner,
toi tu vas lui trouver du travail. Et là où il fait un saut absolument incroyable, c'est qu'il va voir les entreprises et il leur dit, chaque fois que je vais vous envoyer un tolard, vous allez l'embaucher. Pourquoi vous allez l'embaucher? Parce que vous allez mettre votre trésorerie dans mon fonds d'investissement. Chaque fois que vous embauchez un tolard, on fait tomber le taux de récidive, et donc l'État va nous payer comme des fous, parce qu'on réinsère des mecs. Donc les entreprises, jusqu'à la fin de l'insertion, mettent leur trésor là-dedans, et ont tout intérêt à embaucher des mecs, parce que leur trésor, ils spéculent sur leur trésorerie. Donc tout ça est extrêmement cynique, extrêmement intelligent, et ça fonctionne. Donc la réponse, c'est justement, on vend des résultats. Et je vais revenir à moi, c'est la seule chose que je connaisse le mieux au monde, désolé, mais on vend des résultats, nous, nos porteurs nos bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on a une statistique que l'on montre à nos clients. On a accompagné une promotion de femmes qui en étaient au stade de l'idée l'année dernière, donc on a la deuxième année. 100% sont toujours en activité, 90 sont salariés et 80 ont recruté une personne. Ils en étaient au stade de l'idée. Bon, les bailleurs de fonds, quand ils vont faire le tour des incubateurs et qu'ils leur demandent vos résultats, tout le monde ne donne pas les résultats parce que c'est un peu gênant parfois. Mais nous, on vend du résultat. Et je pense que je crois que notre secteur souffre, mais il souffre parce qu'on ne vend pas suffisamment le résultat. Parce que ceux qui vont vendre du résultat, ils souffrent pas. Enfin, ils souffrent pas. Si, nous, on a beaucoup de mal à trouver de l'argent, tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais c'est de l'efficacité qu'il faut vendre. On est dans un monde où il faut acheter où les gens sont prêts à acheter de l'efficacité.